Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Filmin, c'est le singe et aujourd'hui on va parler de livres. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait de pal, alors du coup on parle un petit peu moins de musique et littérature, mais vous allez voir qu'on va en parler pas du tout, un moment. Mais bon, j'ai pas acheté beaucoup de livres sur la musique ces derniers temps. En fait si, mais on en reparlera plus tard. Bref, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de pal, donc on va parler un petit peu des livres que j'ai achetés ces derniers temps. Alors, il y a celui-ci. Il s'agit des Maîtres de Thomas Mann. C'est un recueil de textes qui parle d'un certain nombre d'auteurs et de personnalités qui l'admiraient ou pas. On retrouve notamment un texte de Thomas Mann sur Nietzsche, dont un qui va m'intéresser pour la thèse en particulier, qui s'appelle La philosophie de Nietzsche à la lumière de notre expérience, qui est un texte qui date de 1947, c'est-à-dire qui date de la fin de la rédaction du Docteur Faustus, sur lequel je travaille. Il parle également de Robert Musil, il parle également d'André Gide. Enfin, on a tout un panel d'auteurs dont certains je ne connais pas du tout. Il parle des affinités électives aussi de Goethe, un texte qu'il faudrait que je lise aussi, qui pourrait m'être utile, pas forcément directement pour la thèse, mais au moins pour éclairer un certain nombre de passages concernant ma thèse. Donc voilà pour ce livre, qui pour le coup n'est pas du tout fiction, qui est plutôt la particularité quand même de Thomas Mann, c'est un auteur qui crée des fictions, des romans et pas mal de nouvelles. Voilà, ça fait partie de ma palle. Alors je voulais aussi vous parler de ces deux livres. Alors le premier qui est celui-ci, Le temps qu'il fasse la mise au point, voilà, La lumière des morts et Médic, qui sont deux livres de Thierry Dirollo que j'ai eu la chance de rencontrer lors d'une soirée dédiée à cet auteur. On était vraiment très peu nombreux et qui a été organisée par la librairie critique, et notamment grâce au maître de cérémonie Xavier Dolo, qui est libraire à la librairie critique. Il propose ça de temps en temps. Et donc il propose ces rencontres et ça a été l'occasion de faire connaissance avec cet auteur, que je connaissais déjà, notamment pour un numéro spécial qui lui avait été consacré dans la revue Bifrost, et une interview que j'ai trouvé absolument géniale, parce que c'est donc Le Bélial qui édite en grande partie la majorité des livres de Thierry Dirollo, Le Bélial, et qui édite également Bifrost, donc qui est la revue associée. C'est une mise au point qui se fait, voilà, la revue associée au Bélial. Et il se trouve qu'il y a eu un numéro spécial, et avec une longue interview de Thierry Dirollo par Olivier Girard, qui est le rédacteur en chef. Et donc, il parle notamment de la relation auteur-éditeur, qui est absolument passionnante, j'allais dire fascinante, mais oui, en partie, qui est passionnante notamment parce qu'elle est, on va pas dire conflictuelle, mais elle est tendue, dans le sens où on sent que l'éditeur derrière, il tire l'auteur à fond et qu'il est hyper critique, et parce qu'on voit bien que dans ce cas-là, dans ce cadre précis, l'auteur on a absolument besoin, parce que l'auteur, en l'occurrence Thierry Dirollo, a énormément de choses à dire, mais il a besoin un petit peu de cette pression. Alors je ne sais pas s'il écrirait quand même des choses bien sans, mais en tout cas pour les textes attendus par le Bélial, il a besoin de cette pression. Après évidemment il y a des contextes d'écriture qui font qu'il a sans doute pas besoin dans l'absolu d'Olivier Girard, mais en tout cas pour cette relation d'éditeur et pour les livres que Olivier Girard attend, c'est vraiment intéressant. Et puis d'autant que c'est un auteur qui a vécu et qui a quelque chose d'assez charnel à exprimer, et c'est l'ASF, mais l'ASF très, voilà, je vais pas dire profond, parce que ce mot veut pas dire grand chose, mais c'est celui que j'allais dire, mais profond parce que je pensais profond dans les entrailles en fait, donc pas profond dans le sens intellectuel, mais profond dans les entrailles. Voilà, donc il y a ces deux livres que je n'ai pas encore lus, j'en ai lu déjà un qui s'appelle Que je ne dise pas de bêtises, et voilà, j'ai plus le titre, La profondeur des tombes. Et pareil, qui va vraiment dans le sens de ces livres-là, mais voilà, je pense que le mieux que vous avez à faire, c'est d'aller faire un tour sur le site du Bélial, et puis d'aller voir la carte de couve, et vous allez voir si ça vous intéresse ou non, mais voilà, pour avoir échangé de loin avec l'auteur, et avoir en tout cas l'avoir entendu, c'est quelqu'un de très touchant, et vraiment... et pour avoir lu déjà un de ses textes, je m'attends à être pas déçu du tout. Voilà.
Ensuite, justement, tant qu'on y est à parler de Bifrost, je vous cause des 2 derniers numéros que j'ai pas encore lus. En fait, je suis complètement à la bourre. Je suis abonné à cette revue depuis pas mal de temps, mais je suis un petit peu à la bourre. Donc vous avez le numéro 96 qui est consacré à un auteur que je ne connaissais absolument pas, et comme je n'ai pas lu la 4 de couve encore, je ne peux même pas vous dire ce qu'il a fait de spécial. C'est William Gibson, sous-titré auteur matriciel. Donc je pense que ça en dit long, d'autant plus que, évidemment, vous reconnaîtrez un petit graphisme, quoique avec la lumière on voit peut-être pas très bien ici, caractéristique de la matrice du film Matrix. Alors, je pense qu'il a priori, je vois pas pourquoi il serait lié à cette histoire-là, mais voilà, donc je vous laisserai découvrir. En tout cas, je l'ai pas lu. Donc, Bifrost, pour vous résumer, je sais pas si j'en ai déjà parlé, c'est d'abord un appareil critique. Enfin, d'abord, en tout cas, la grande partie de cette revue est consacrée à la critique d'ouvrages contemporains qui viennent de sortir. Vous avez aussi quelques nouvelles, et ça, c'est vraiment cool parce que le genre nouvelle est assez peu représenté, et dans cette revue, on en a. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, avec si possible des auteurs, des nouveaux auteurs, mais je sais que le comité de rédaction est assez strict, et ils ont bien raison. J'ai moi-même tenté à plusieurs reprises d'y envoyer des textes, j'ai pas encore tenté cette année, mais je pense que je verrai si je fais ou non. Question de temps, en fait, avec une thèse à rédiger, c'est un peu compliqué, et j'ai envie de changer ma manière de travailler aussi sur les textes courts, donc je pense que faut pas que je fasse ça comme j'ai fait les autres, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que je m'y mette comme si j'attaquais un énorme projet, en fait, vraiment, voilà, que j'y aille plus loin. Et donc, je vous ai parlé de l'appareil critique, autrement vous avez ces nouvelles, et vous avez un dossier, en général, qui est consacré à un auteur. Quand c'est un auteur contemporain, et qu'il soit étranger ou non, de langue française ou non, il y a très souvent une interview, qui est en général vraiment très bien menée. Voilà, il y a assez conséquentes aussi, qui sont vraiment passionnantes la plupart du temps. Voilà, pour ça, et puis après vous avez quelques petites choses sur les news de la SF. Mais je trouve que c'est une revue qui est intéressante parce qu'elle reste assez actuelle, c'est-à-dire qu'on peut lire avec 2-3 ans de retard, c'est pas vraiment méchant. Bon, évidemment, il y a des choses sur l'actu qui perdent un peu, mais c'est pas vraiment gênant. Voilà, autrement, un numéro, le dernier qui est en date, qui est sorti, et je pense que j'en aurai encore un à vous présenter ou pas, si je fais une nouvelle page, consacré à l'autrice Sabrina Calvo, qui est pour le coup une autrice française, en tout cas de langue française. Après, je ne sais pas si elle est française, je me suis pas posé la question parce que ça n'a pas vraiment d'importance. Avec un texte, je vois, de Ken Liu dedans. Ken Liu, qui est un auteur américain, mais d'origine chinoise, il me semble. Je crois même qu'il est traducteur. Il traduit des textes de SF du chinois vers américain. Donc voilà, Sabrina Calvo à découvrir aussi, que j'ai pas lu beaucoup. J'ai lu ce qu'elle a écrit à 4 mains avec Fabrice Collin, que c'est un auteur que j'aime bien. J'ai pas eu enfin, j'ai pas trop suivi son actu ces derniers temps. Qu'est-ce que j'ai lu dernièrement de lui? Je sais pas, il y a un truc, une sorte de poupée. Bon, j'ai oublié. Pas grave. Bon bref, je vous recommande la revue Bifrost si vous vous intéressez à l'SF. C'est vraiment très très bonne qualité. C'est de haute voltige. C'est chapeauté par Olivier Girard, Pierre-Paul Durastanti et Erwan Perchoc. Bah oui, j'allais oublier l'essentiel quand même. Erwan Perchoc. Voilà. Enfin, c'est pas l'essentiel, mais j'allais oublier quand même le troisième du trio. Et puis, il y a quelques temps encore, Gilles Dumais était aussi dans l'équipe, mais il a disparu suite à des nouvelles fonctions ailleurs. Alors, je présentais ce livre, j'espère ne pas l'avoir déjà présenté. C'est un... non, je ne l'ai pas présenté, j'ai pas présenté celui-là, j'avais parlé d'un autre que j'avais acquis il y a quelques temps. C'est un livre consacré à John O. Donc John O, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un illustrateur qui s'est fait connaître pour avoir notamment illustré les œuvres de Tolkien. Très bien illustré, j'adore son travail. Et là, c'est un livre qui était sorti il y a pas mal de temps et qui a été réédité parce qu'il n'était plus disponible et qui regroupe certes un certain nombre de travaux qui ont été réalisés par John O, mais qui a ajouté des travaux qui sont complètement en dehors de ce domaine-là. Donc c'est intéressant et vraiment j'adore ce qu'il fait. Voilà. Bon, là, vraiment dans le domaine de la fantasy, il travaille sur Tolkien, et puis voilà, c'est vraiment j'aime beaucoup le personnage aussi
en fait, ce qui représente aussi un petit peu. Mais le livre, en tout cas, est de très bonne qualité. Les images sont vraiment très bien reproduites. Enfin, c'est très très chouette. Peut-être le papier est un peu brillant à mon goût. Mais bon, voilà, parce que ça reflète du coup un peu trop. Là, je suis en train de le feuilleter pendant que je vous parle et je vois un petit peu reflété, mais ça reste très léger. Hein. C'est pas non plus du feuillet de papier photo qui claque. Bon, c'est juste un petit peu dommage, mais à part ça, c'est vraiment un livre de très bonne qualité. Les illustrations sont vraiment hyper bien reproduites. C'est agréable à regarder en fait. Donc voilà, il y a quelques pages en plus par rapport à l'édition originale et j'ai hâte de m'y plonger, mais j'ai pas vraiment eu le temps. Et puis j'ai malheureusement d'autres priorités. Voilà, donc Artbook de John O. Je ne sais pas s'il est disponible encore. Là, je l'avais acheté. En fait, j'avais participé à une campagne Ulule et qui m'avait permis de l'avoir assez rapidement. Donc, voilà. Avec du beau monde, ma foi, derrière qui intervient. Robin Hobb, Möbius. Pas mal ça. La classe quand même. Et puis, voilà, avec quelques. Comment on appelle ça, des ex-libris non signés, je crois. Oui, non signés. Bref, voilà pour ce livre qui est excellent. Enfin, a priori, je pense. Enfin, rien que pour les dessins, surtout les textes sont tout pourris, mais en tout cas, les dessins sont chouettes. Voilà, j'adore. Et puis, il faut pas oublier aussi qu'il travaille, on va dire, pas à quatre mains, mais il y a un autre représentant assez important aussi qui est... ça y est, j'ai oublié... Alan Lee, voilà. Si ça vous intéresse, on en reparlera un autre jour. Voilà, autrement, je vais vous parler, aujourd'hui, on va changer complètement de domaine et on va parler de Charles Rosen, le style classique. Alors là, on est typiquement dans le livre dont j'ai besoin pour la thèse. Alors Charles Rosen, qui est un musicologue, que je dise pas de bêtises parce qu'on va me dire, il est historien, oui. Bon, a priori, il est quand même musicologue, et notamment je l'ai acheté pour son travail sur Beethoven, parce que moi ce qui m'intéresse chez Beethoven, ça va être notamment ses dernières sonates, en tout cas la dernière période de Beethoven, puisqu'il en est question dans le roman du Dr Faustus, enfin de Thomas Mann, le Dr Faustus. C'est un des points de départ et dont je reparlerai à l'occasion, sûrement dans les carnets de thèse, dont il va falloir que je continue un petit peu sur cette lancée, parce que les carnets de thèse sont importants pour moi aussi, pour enchaîner. Bon voilà, ça je vous conseille pas spécialement, parce qu'il faut vraiment être intéressé. Voilà, parce que c'est comme un pavé intéressant, passionnant. Alors il y cause pas que de Beethoven, hein, mais il cause surtout du style classique. Hein, c'est avec les trois grands représentants de la période classique, qui sont Haydn, Mozart et Beethoven. Parce qu'après on glisse, et encore Beethoven c'est un peu bâtard sur ce coup-là, mais après on glisse doucement vers la période romantique. Bon, après c'est une histoire de période, c'est toujours des classifications, et évidemment toutes les choses se font pas d'un coup, hein, mais ça va de soi, mais voilà, généralisation, en tout cas en termes historiques, se font de cette manière. Je pense pas que c'est forcément la meilleure façon, mais ça permet au moins d'avoir de baliser. Et puis les trois grands représentants de cette manière de composer la musique sont Haydn, Mozart et Beethoven, et il en parle. Donc voilà. Très bien. Moi, je m'intéresse à Beethoven, mais je pense que l'essentiel du bouquin, je le lirai aussi. Je vais commencer par la partie sur Beethoven et surtout sur les sonates qui m'intéressent, mais sonates pour piano. Voilà, puis j'enchaîne sur le reste. Alors, autre livre dont je vous avais pas parlé, je crois, ce sont les écrits d'Allenberg. Alors, je trouve ça d'Albanberg, pardon, qui est un compositeur donc qui est aussi au centre de l'ouvrage dont je traite dans ma thèse, et c'est très rigolo. Pardon, excusez-moi, j'ai dû remonter. Oui, c'est pas très délicat, hein. Bah, je vais peut-être couper ça au montage, on verra, mais peu importe, de toute façon, comme je suis humain, hein, vous aussi ça vous arrive. Parce que regardez l'étiquette de prix. Tant que ça fasse... Je pense que j'ai dû mal régler le truc, faudrait que je règle ça. C'est en francs. Bah oui, parce que ce genre de bouquin, ça part pas très vite, et pourtant je l'ai eu neuf, quoi. C'est pas une occasion, hein. Et j'ai commandé à mon libraire, qui l'a fait venir, et c'est un livre neuf, mais qui est encore en francs, donc ça laisse imaginer que pas grand monde lise les écrits d'Albanberg. Pourtant je suis convaincu que ça doit être passionnant et que ça mériterait certainement d'être beaucoup plus connu que ça ne l'est. Bon, ce genre de musique fait peur, pourtant faut être très honnête. Albanberg, vous écoutez Wojciech, vous écoutez Lulu, c'est des œuvres qui sont très anciennes et qui sont accessibles. Faut vraiment démystifier cette histoire de dodécaphonisme ou de musique. Alors c'est pas la musique contemporaine, là on est très loin de la musique contemporaine d'aujourd'hui. Il faut vraiment démystifier tout ça. Donc les trois Viennois, que ce soit
Weber, que ça soit Schoenberg ou Albanberg, il y a tout un boulot de démystification, hein, parce qu'à la rigueur, ils sont presque, on pourrait même considérer ça comme rétrograde par rapport à ce qui se fait maintenant. Bah oui, c'était le début d'une nouvelle manière de commencer à penser la musique, donc voilà. Mais je suis convaincu que ça va être passionnant ces écrits, parce qu'il y a quand même... j'ai lu les textes d'Adorno sur Albanberg, qui sont absolument émouvants. Voilà. Bref, je continue, donc on reste... ouais, donc quand je dis que je parlais de musique, bah oui, je parle de musique, en fait, j'avais plus en tête que j'avais mis ça dans ma palle tout à l'heure. On va rester sur la musique. Alors, pour la revue Critique d'art, je vais parler de ce texte, alors je l'ai pas encore lu, sur le Diapason, qui est, on va dire, le journal, ou en tout cas un écrit de Nicolas Bernier, qui parle d'un projet musical autour du diapason, donc avec des dispositifs, etc. Donc il y a pas mal d'images aussi, il travaille sur la photographie, donc je trouve ça intéressant. Pas mal de choses, donc je vais lire ça avec attention, je sais pas si c'est bien ou pas. C'est un domaine que je connais, enfin, c'est des questions que je m'étais pas du tout posées, donc ça va être, je pense, très intéressant. Et pour terminer, je voulais vous parler de ce livre-là, qui est le tome 1 du journal filmé de Arnaud Delacote. Donc Arnaud Delacote, qui est un filmeur, un cinéaste, un vidéaste, un youtubaste, qui depuis 2017, si je me trompe pas, réalise un journal filmé, c'est-à-dire qu'il filme des bouts de son quotidien, et chaque semaine il sort une vidéo très bien montée en général, qui prend très souvent au trip, il faut dire ce qui est, parce qu'il a cette capacité à aller chercher dans les subtilités de notre rapport au temps, à l'image aussi, et à la perception du temps, la perception du quotidien, du banal, et je trouve que ça vaut largement le travail de certains photographes sur le banal, mais enfin c'est différent, mais enfin en tout cas c'est absolument passionnant, et ces vidéos font systématiquement la même durée, 6 minutes 41 je crois, ou 42, j'ai toujours un doute. Voilà, et c'est un journal hebdomadaire, donc toutes les semaines vous avez ce journal. Alors, il existe un tome 2. Je peux que vous renvoyer au travail d'Arnaud Delacote. Enfin, je suis admiratif, je suis un peu à la bourre là, mais mais je suis admiratif de son travail. Et par-dessus le marché, c'est vraiment quelqu'un d'hyper sympa, et avec qui c'est un bonheur d'échanger. Je vous recommande d'aller lire ça, mais surtout d'aller voir ses vidéos. Faites les deux, hein. Comme ça, puis aller sur Tipeee, lui donner des sous, je pense que il le mérite amplement. Voilà, pour la palle, je sais pas combien. En tout cas, c'est un vlog 31, et c'est le dernier avant le prochain qui sera le 32. Et sur ce, je vous dis à bientôt.